Bonjour et bienvenue à Si Jeunesse savait, notre deuxième capsule avec les Briseurs de solitude, comité philanthrope pour les petits frères. Aujourd'hui, capsule politique, on reçoit Louise Arel et Catherine Fournier, deux figures emblématiques déjà de la politique québécoise. On va traiter de sujets évidemment de solitude, de vieillir au Québec, mais évidemment de plein d'autres trucs à travers la politique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ces grandes dames du Québec ont à nous dire aujourd'hui. Alors, bienvenue à Si Jeunesse savait, notre deuxième capsule, thématique politique. On est vraiment très, très content d'avoir Louise Arel avec nous, première présidente de l'Assemblée nationale, et Catherine Fournier, plus jeune candidate, plus jeune gagnante, en fait, à l'Assemblée nationale également, et mairesse qu'on aimerait peut-être avoir à Montréal, mais qui va rester à Longueuil, semble-t-il. Très bien à Longueuil, c'est chez nous. Voilà, pour parler avec nous des sujets importants. On veut toucher la solitude, on veut toucher le vieillissement de la population. L'idée aussi, c'est de donner une place aux personnes up and coming, aux personnes plus jeunes, d'entendre l'expérience et tout ce qu'on peut apprendre des personnes avec l'expérience et sagesse comme vous. Donc, je vous laisse un peu la place, mesdames, mais je suis curieux de voir un peu comment vous voyez vieillir au Québec, comment vous voyez la solitude à travers la population. Je vous laisse aller avec ça, mesdames. L'expérience en premier. Bon, ben, mais je dirais qu'il faut d'abord distinguer l'isolement et la solitude. Je pense que l'isolement est involontaire. Hein, et je pense que c'est à l'isolement que travaillent beaucoup, en fait, contrer l'isolement que travaillent les petits frères. Parce que les petits frères s'adressent aux personnes de 75 ans et plus. Mm-hmm. Et je pense que c'est souvent ces personnes qui sont à la fois seules, mais qui ont aussi un très grand sentiment d'isolement. Parce qu'il est possible que dans leur jeunesse, elles aient vécu dans un milieu social et familial qui était beaucoup plus oui, surtout à l'époque, les grandes familles. Exactement, oui. Non, vous avez bien raison. Puis c'est une cause qui me touche très personnellement, même si je suis encore jeune, je pense, à 32 ans. Tout est relatif hein, de ce concept-là. Moi, j'ai eu la grande chance de vivre avec ma grand-mère maternelle pendant 13 ans. Elle a vécu à la maison pendant 13 ans, puis c'était pas une maison bigénérationnelle. Elle habitait avec nous. Elle avait sa chambre au sol, mais elle n'avait pas une cuisine séparée. Là, c'était vraiment chez nous. Et en plus, j'avais eu aussi l'occasion d'avoir ma grand-mère paternelle cette fois qui m'avait gardée dans ma jeune enfance. Là, mon autre grand-mère qui arrive, qui vit à la maison. Moi, j'ai eu le grand privilège de la côtoyer au quotidien, d'apprendre d'elle. Puis, je pense que tout le monde était gagnant, en fait, dans l'équation au sein de ma famille, dans le sens où c'était rassurant pour mes parents qui partaient travailler tôt le matin. Ma grand-mère était là pour nous. Et on se sentait très bien en sa compagnie. On pouvait bénéficier de son expérience, de tout ce qu'elle nous apportait, de tout ce qu'elle nous racontait. Et je crois que pour ma grand-mère, ça a été l'occasion de sortir d'un isolement qui était imposé parce qu'en vieillissant, parfois on perd des êtres proches, des êtres chers. Elle avait perdu son mari, elle habitait seule. Il y avait des craintes aussi qui venaient s'installer. Puis, on a beaucoup parlé après la COVID des institutions pour personnes aînées. Est-ce que le Québec est une société où on garde assez nos parents proches à la maison, notamment? Puis, j'ai pas la réponse du bon modèle, mais moi, j'ai l'expérience que j'ai vécue, puis à quel point ça a été important pour moi, comme jeune, comme enfant, et ça a été important pour ma grand-mère, ma mamie, pour qui ça a été un outil là, vraiment de sortie de l'isolement. Puis moi, je trouve ça vraiment génial que mes parents aient pris... Moi, je les trouve très inspirants, mes parents, d'avoir fait ce choix-là. Comme j'ai dit, je pense qu'ils gagnaient aussi dans l'équation, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, puis c'est correct aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il faut une diversité de modèles, mais vraiment, moi, c'est un privilège. Oui, effectivement, je pense que c'est un privilège pour toi, mais aussi un privilège pour toute la famille et pour ta grand-mère, mais c'est assez rare. Hein, oui, parce rare. Que dans la réalité, maintenant, les ménages d'une seule personne
À Montréal, c'est la majorité. À Longueuil aussi, maintenant. À Longueuil aussi, ouais. sur la Rive-Sud. Alors, il y a eu une transformation de la société à une vitesse vertigineuse, là, depuis les 50 dernières années. D'ailleurs, quand on parle de crise de logement, crise en habitation, on ne parle pas assez souvent de la fragmentation des ménages. C'est-à-dire, puisque de plus en plus de personnes qui vivent seules, bien, nécessairement, il y a un besoin accru en termes de logement. Ça va plus vite que l'augmentation même de la population. C'est un effet intéressant à investiguer. Et de nouveaux, en fait, de nouveaux modes aussi, peut-être de résidence aussi. Bon, le Québec a beaucoup développé les RPA, les résidences pour personnes âgées. Encore faut-il pour plusieurs avoir les moyens, en fait, d'y vivre. Effectivement. Mais au-delà de cela, les ménages d'une seule personne, plus le vieillissement est accentué et plus ce sont des gens qui ont même des difficultés à se déplacer parce que souvent, ils vont occuper même des logements qui ne sont pas facilement accessibles. Oui. Pour toutes les raisons là, où on ne prévoyait pas là, auparavant. Donc, on finit par ne pas sortir de chez nous parce que notre habitation n'est pas adaptée. Je suis très curieux, puis c'est drôle en fait, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère aussi. En fait, j'ai eu ma grand-mère à la maison pendant 14 ans. Elle est décédée un peu plus jeune que ta grand-mère, mais il y a peut-être une recette ici de grandir avec grand-maman. Puis c'est elle qui m'a appris à cuisiner, qui m'a appris certaines choses. Mais est-ce que, je comprends qu'on n'a pas nécessairement le bon modèle, mais est-ce qu'on ne devrait pas justement questionner, selon vous, le modèle actuel et la place qu'on donne à nos aînés, on les place littéralement? Est-ce qu'on ne devrait pas leur donner une meilleure place dans la société et leur donner une meilleure place dans la famille? Attendez, je suis grand-mère, là. J'ai 78 ans maintenant. Et je dois vous dire que je vois bien mes amis qui vieillissent comme moi aussi, là, et qui ne souhaitent pas non plus vivre avec la famille. Parce qu'encore faut-il avoir aussi des maisons qui le permettent. Hein? Là, on est de plus en plus, si tant est qu'on vit en ville, là, comme l'immense majorité des Québécois maintenant. Alors, on n'est pas équipé pour cela. Et je pense que, surtout chez les femmes de ma génération qui font partie du baby boom, il y a une autonomie qu'on souhaite garder et maintenir. C'est sûr, alors, cette autonomie-là, je pense qu'elle serait un peu mise à mal dans le fait de considérer, oui, qu'on retourne chez les enfants. Évidemment. Ça dépend des situations. Mon autre grand-mère, qui était plutôt de votre génération, mes deux grand-mères ont 20 ans de différence, malheureusement, les deux sont décédées aujourd'hui, mais je pense qu'elle, ma grand-mère paternelle non plus, elle n'aurait pas... Elle avait besoin de son indépendance, de son espace. Mais vous voyez, maintenant, on change les codes d'urbanisme dans les villes pour permettre qu'il y ait vraiment 2 adresses à une même résidence, parce qu'il y a bien des municipalités, comme Longueuil, qui ne permettaient pas notamment d'avoir 2 cuisines dans une maison. Donc, ce genre de choses-là, ça va aider quand même peut-être d'avoir plus de flexibilité, plus de possibilités, effectivement, de faire le choix ou pas. Ou pas. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas nécessairement je ne sais pas si on a tant ce choix-là. Et peut-être c'est une culture à changer. Puis d'ailleurs, les États où il y a un filet social fort, souvent, il y a comme une tangente à l'étatisation, à l'institutionnalisation aussi. Tu sais, les États scandinaves, la question de la solitude puis de l'isolement chez les aînés, c'est une question centrale au débat public dans les pays scandinaves parce que c'est un peu le même phénomène. Les gens ne restent plus avec les personnes aidées à la maison, on a tendance à se tourner vers l'État. C'est peut-être le petit pendant parfois un peu qui peut devenir négatif quand ça s'accentue. Quand c'est un choix, c'est une chose. Quand ça devient une fatalité, c'est autre chose. Je suis allée en Suède en 88, imaginez-vous, là, ça fait presque 40 ans, et pour étudier le vieillissement. Oh, wow. Et ça a été passionnant parce qu'effectivement, il y avait donc un accompagnement d'une personne auprès de 5 personnes vieillissantes, là. Et d'une certaine façon, au Québec, on peut dire qu'on a remplacé ça par des bénévoles. Mais il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles, là. Je pense en particulier aux petits frères. Et on me dit que presque une personne sur 4 bénévole aux petits frères a moins de 35 ans.
Ça, c'est encourageant. C'est très encourageant Ouais. parce que la relation que vous aviez avec votre grand-maman à la maison, il y a quand même des jeunes de moins de 35 ans, entre 18 et 35 ans, qui bénévolement vont vraiment créer cette relation-là avec une personne âgée. Non, je trouve ça formidable. C'est formidable. Et c'est très... gagnant, en fait. Oui, puis il faut l'encourager, cette relation, parce qu'il y a Ouais. quelque chose qui, de part et d'autre, hein, qui finalement peut être extrêmement exaltant sur le sens de la vie, sur le partage du sens de la vie. Tellement. Puis en parlant de partage et de transmission, j'ai l'impression que vous avez un peu une jeune vous-même avec vous, là, si vous êtes très impressionnant. Attendez, excusez-moi, là. Catherine a une expérience, là, telle que... Pour ça, je dis des fois, l'expérience n'est pas toujours relative Non, à on peut l'âge. dire que Mais je dis l'élève a toujours qu'il dépassé faut le faire maître. attention. Ben non, mais non, jamais Oui, quand absolument. même. Et dans la thématique, je serais quand même intéressé de voir si vous aviez un conseil à vous donner plus jeune, en fait. Si vous étiez devant vous-même ou si vous aviez un Si conseil. vous étiez Louise Arel, 32 ans. Ouais. Ah, mais vraiment, je dois vous dire vraiment que j'ai le sentiment que vous contrôlez extrêmement bien les relations humaines. Parce que tout est une question là, de confiance dans votre équipe, dans votre administration, auprès de la population. Cette relation de confiance, elle est c'est la base finalement de tout engagement. Et je n'ai aucune leçon à vous transmettre. Puis, écoutez, c'est parce qu'on apprend aussi. Moi, j'ai beaucoup lu sur la politique. J'ai lu beaucoup, notamment sur des parcours de femmes inspirantes comme vous. Donc, à quelque part, je pense que ça nous accompagne puis que ça nous guide. Mais écoutez, c'est certain que chaque génération porte un flambeau, et en particulier chez les femmes, là, on le porte le plus loin possible pour que la génération qui suit va aller encore progresser. Non, c'est vraiment bien dit. Puis moi, je suis tellement reconnaissante pour les femmes de votre génération. On s'entend, si Louise Arel, si vous n'aviez pas existé, si les femmes de votre génération n'aviez pas fait ce que vous avez fait pour l'avancement du droit des femmes, il y a Catherine Fournier aujourd'hui, puis là, je veux parler à la troisième personne, mais n'aurait pas pu faire ce qu'elle fait. Aujourd'hui, je ne serais pas mairesse de la 5e plus grande ville du Québec s'il n'y avait pas eu des défricheuses qui ont pavé la voie, qui ont fait de la place, qui ont normalisé d'avoir des femmes dans des positions de pouvoir, qui ont donné des modèles. C'est les modèles qui font en sorte qu'on puisse se visualiser dans un rôle, qu'on puisse penser que ça peut être accessible, que c'est à notre portée. Puis ça, c'est absolument précieux. Puis c'est pour ça que moi, aujourd'hui, à mon tour, je tente de tendre la main, oui, aux plus jeunes que moi, mais aussi à des gens qui ont des profils différents, qui sont encore très sous-représentés dans nos instances démocratiques. Je me dis, moi, si j'ai pu bénéficier de ça, c'est à mon tour de passer cette espèce de bâton-là de relais. C'est pour ça aussi, je pense qu'il faut le dire, c'est un formidable métier. Oui. C'est un formidable... On le dit pas assez, justement. On le dit pas assez. C'est un métier où on peut vivre à la 4e vitesse avec une intensité formidable et qui nous donne beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Et il n'y a aucune raison, finalement, de penser que on va chercher, on occupe ces fonctions-là, disons, parce qu'on veut souffrir. Mais non. Au contraire. Sinon, on ferait autre chose. Ben quand même. oui. Et c'est pour ça que... On y trouve notre compte, si on fait de la politique quand même. Là. On veut évidemment, je pense qu'on trouve notre compte dans le sentiment de satisfaction qu'on a de vraiment avoir l'influence sur la société, sur la communauté qui nous entoure. C'est vraiment intéressant. Puis si je prends la question de l'autre sens dans ce sens-là, Catherine, si tu avais l'opportunité de voir dans le futur et de poser une question à la future toi plus âgée, avec plus d'expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais avoir une vision dans le futur et une question en particulier que tu aimerais poser à Mme Ariel ou dire où est-ce que... Je voudrais pas avoir de regrets, mais c'est un peu pour ça aussi que je suis peut-être aussi intense dans mon engagement depuis le début. Tu sais, moi, je suis mon cœur, je suis mon instinct, puis j'espère que ça va me rester. Fait que ce serait ça la question que je poserais peut-être. Tu sais, est-ce que je reste... J'espère que ça va être ça mon bilan quand je vais regarder derrière. À date, c'est ça.
je veux pas lâcher cette voie-là. Puis je sais pas si vous, c'est vraiment important, c'est très intéressant, parce que c'est l'instinct. Oui. D'une certaine façon, il faut se fier Exact. à son instinct. Exact. Et ce qui est formidable, je vous le dis là, simplement, chez les femmes en politique, c'est qu'on maintient quand même toujours une sorte de doute. Et ce doute, il est heureux. Ce doute-là, cette incertitude, d'une certaine façon, face à des décisions qu'on doit prendre, nous amène souvent à regarder l'ensemble d'un problème avec toutes ses dimensions et ne pas avoir en fait, justement, là, ces certitudes qui font que on se met les pieds dans les plats. Alors, moi, je trouve qu'on a cette capacité de suivre son instinct. Et il m'est arrivé à des rares moments, un moment en particulier dans ma vie politique, là, qui est assez longue, là, plus longue que la vie de Catherine, là, il m'est arrivé de manquer d'instinct. Et je me suis rendu compte, c'est au moment où je manquais d'humilité. Ah, intéressant. Ouais, OK. c'est vraiment intéressant parce que il faut toujours avoir cette capacité, justement, de douter. De se reconnecter. Oui, exactement. Mais c'est ça, peut-être que c'est le doute qui Oui. crée justement les questionnements, puis qui génère un peu le sentiment qui guide l'instinct. Exactement. C'est très logique. Ouais. Exactement. Je pense. On a quand même réussi à avoir un conseil. Ben oui, non, faut rester bon. humble. Faut rester humble, Ouais. c'est Oui, non, mais c'est super important. vraiment important. Ouais. Puis on a parlé d'isolement, de solitude, de vieillesse. Avoir des parcours politiques aussi impressionnants doit amener sa portion de solitude en tant que femme, etc. Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous avez su bien vous accompagner? Comment grandir autant et si rapidement en politique dans des carrières aussi impressionnantes? Est-ce que la solitude fait partie de ce succès-là en tant que tel? Oui. Moi, je peux dire qu'il faut l'assumer d'une certaine façon. Parce que c'est difficile, tu sais, la solitude dans le sens, on est toujours entouré de plein de monde. Oui. Ça, on n'en manque pas. On a de la relation humaine, là, en masse. C'est correct. Il faut aimer les gens pour aller en politique, tu sais, sérieusement. Sinon, on n'est pas heureux. Après que ça s'est dit, c'est un peu la solitude du pouvoir, tu sais, c'est dans le sens où il y a peu de gens qui comprennent peut-être la pression ou, tu sais, la responsabilité qui nous incombe, puis ça, puis la complexité, là, de ce à quoi on doit composer, surtout quand tu as une équipe, tu as les fonctionnaires, tu as tellement de parties prenantes, puis tu veux tellement être à la hauteur d'un grand nombre de personnes en même temps, que ça peut générer cette solitude-là. Oui, la décision qui est prise, là, c'est toi qui l'assumes. Et c'est ton nom qui va être dans les médias. Oui. Tu peux avoir des recommandations, des rapports, des études, des analyses, mais la décision qui va être prise, c'est sûr que il faut l'assumer d'une certaine façon, seul. Parce qu'on ne peut pas aller devant les médias derrière un micro et dire « Oui, mais c'est pas ça qu'on m'avait recommandé. » Parce que, non, il y a vraiment une responsabilité. On dit responsabilité ministérielle, mais c'est l'équivalent, la responsabilité de la fonction qu'on occupe, là. Et ça, c'est sûr que ça amène de la solitude. C'est vraiment intéressant. Puis comment, pour les gens qui nous écoutent et tout, si vous avez un conseil à donner ou comment sortir de l'isolement ou de la solitude, comment, pas nécessairement en politique, mais en général, des conseils pour get out there, là, des conseils pour aller voir les gens, des conseils pour... on avait Sœur Angèle dans la première capsule là, qui nous parlait d'amour, puis de prendre le temps d'appeler les gens près de soi, puis de toujours avoir un peu de temps pour les gens autour de nous. Je suis curieux si vous avez un peu des conseils pour garder les gens autour de nous et soi-même en dehors de cet isolement et cette solitude-là. Bien, peut-être de réaliser que même si les gens peuvent pas exactement comprendre notre réalité, que c'est correct aussi, puis on a le droit de la partager, que les émotions sont valides, puis que on peut tendre la main aussi, puis peut-être qu'a priori, on pense que les gens ne seront pas intéressés à nous écouter, à nous entendre, à recevoir les émotions qu'on peut avoir, mais qu'au final, on crée de l'ouverture, tu sais, avec cette sincérité partagée. Puis je crois de croire dans le bon de l'autre. On est tellement dans une époque où le négatif a tendance à l'emporter, où on se méfie les uns les autres. S'ouvrir davantage, être doux envers soi-même aussi.
c'est drôle parce que ça revient à la première capsule, on a parlé d'ouverture et de positivisme, en fait, d'aborder les gens avec du positif aide à sortir de cette solitude et de la vieillesse aussi, de dire « Ah, j'approche un âge, je suis fatigué et tout », mais non, aujourd'hui, en fait, tu te sens très bien. Puis respecter ses limites quand même. Oui, puis de la bienveillance aussi. Ouais. C'est certain qu'il y a une sorte d'empathie qu'il faut être capable de développer. Mais l'engagement, je pense que la meilleure façon de sortir de la solitude, c'est cet engagement, sortir de soi-même. Et puis en vieillissant, je crois que c'est aussi utile, hein? Parce qu'on me dit qu'au petit frère, il y a beaucoup de gens, même de 70 ans, 60 même plus âgés, qui s'offrent comme bénévoles pour des gens encore plus âgés, ben oui. Qui sont plus âgés ou, disons, plus vulnérables aussi. Ouais. Mais je pense que l'engagement, c'est quelque chose qui, certainement, va dans les deux sens, hein? Et je crois que ça, c'est le meilleur des remèdes. Ben, les gens peuvent le voir, il y a plusieurs témoignages sur les petits frères où lui, le grand ami et le petit frère en gagnent tout autant l'un que l'autre, d'aller chercher de l'expérience et de cette bienveillance, cette empathie-là, tout le monde y gagne. Ça aide à rester humble aussi. Mais on sous-estime l'effet positif que ça peut avoir sur les êtres humains que nous sommes, de tendre la main à son prochain. Oui. Puis l'effet positif dans sa propre existence aussi. Ben oui, ça donne un sentiment de satisfaction personnelle. Oui. C'est important, c'est dans l'échelle aussi des besoins de Maslow, là, on se réfère à cette théorie, mais oui, il faut qu'on se sente, tu sais, c'est important, on a toutes et tous besoin de se sentir utile, de sentir qu'on fait une différence, que notre vie a un sens. Oui, puis utile, y compris pour la personne qui reçoit. Qui a ce sentiment qu'elle vaut quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle. Aussi. Oui, c'est un sentiment ça de... Oui. Ouais, puis je pense que c'est important aussi de dire, il y a des gens parfois moins fortunés en dollars, mais qui ont du temps à donner, qui ont de l'expérience, puis tout le monde peut un peu trouver son compte puis redonner à sa manière. En fait. Oui, ça vaut cher, il ne faut pas sous-estimer. En fait, le temps, c'est probablement la valeur la plus précieuse dans la société qui est la nôtre, une société où tout va très, très vite. Même peut-être plus encore important que l'argent, vraiment. Ah, définitivement. Je vous donnerai la parole pour un mot de la fin. Si vous avez, encore une fois, là, je vous remercie d'être là aujourd'hui et de parler de vieillesse, de solitude, d'isolement, de donner une visibilité aux petits frères, de donner une visibilité où on est capable de pouvoir discuter avec des pionniers, pionnières du Québec. C'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter avant qu'on conclue? Bon, écoutez, moi, j'ai le double et un peu plus de l'âge de Catherine. Et je pense qu'il faut accepter... il y a finalement une citoyenneté qu'on partage et prendre soin les uns des autres. Il y a toujours à un moment donné dans notre vie, qu'on soit jeune ou plus âgé, il y a vraiment toujours un moment donné où à un moment donné, on a besoin de recevoir puis on a besoin de donner. Puis je pense que c'est vraiment une possibilité de le faire là, avec l'engagement. Oui. Puis, entre autres, l'engagement chez les petits frères. C'est une belle balance. Ouais, je me joins à Mme Harel, à Louise, pour encourager les gens à faire l'essai de cette expérience-là, à voir comment on se sent après, à quel point on peut se sentir bien, puis d'aller chercher ce fameux équilibre. Merci pour l'appel à l'engagement. Je pense que les petits frères apprécieront. Et toute autre fondation qui font des belles choses pour la communauté. Merci énormément pour votre temps. Et si vous voulez plus d'informations, autant sur les petits frères que sur le comité des briseurs de solitude, il y aura plus d'informations au bas de la vidéo. Merci mille fois, mesdames. Très, très choyé de vous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Merci. Merci à Mme Fournier et Mme Harel. Magnifique discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur les briseurs de solitude ou sur les petits frères, suivez le lien ici en bas de la page et à bientôt!